Merci beaucoup Arnaud. D'abord, je vous remercie d'abord de votre invitation parce que c'est toujours intéressant de parler espace. D'autant que vous l'avez bien vu et vous l'avez bien dit, l'espace est de plus en plus d'actualité. Même si pour moi ça a toujours été une actualité, je trouve qu'aujourd'hui on en parle beaucoup et c'est tant mieux. Alors quand on en parle beaucoup, je veux dire qu'il y a tous les fantasmes qui tournent autour. Bon, la majorité des sources, Sputnik News n'est pas ma source habituelle d'information, mais je trouve qu'ils ont tendance un petit peu à dramatiser la situation. Donc j'ai pris quelques extraits pour montrer que dès qu'on agite quelque chose dans le spatial, que ce soit l'organisation, que ce soit un objet spatial que l'on lance, tous les fantasmes sont prêts à ressurgir. Donc comme le fantasme de la guerre dans l'espace, même si je vous parlais de sécurité aujourd'hui, pour moi la guerre dans l'espace est une vue d'esprit, on n'y est pas encore. Des choses qui se passent dans le spatial, je vais vous les illustrer quelques-unes, mais en fait, on est quand même loin d'un cataclysme et d'une guerre dans l'espace, même si, comme Arnaud vient de le dire, côté français, on a réagi, et je dirais, il était temps. Pour discuter un peu plus, je n'ai pas prévu de détailler trop le commandement de l'espace ce soir dans mon propos, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je partage entre ma présentation et les échanges avec vous, et je privilégie les échanges. Donc n'hésitez pas... Oui, ça va mieux, mais bon, ok, je vais essayer. N'hésitez pas à me poser des questions à l'issue ou pendant l'exposé, je me ferai un plaisir d'y répondre, parce que, bien entendu, je ne serai pas toujours très précis dans les choses, donc il faudra donner des explications. Donc le commandement de l'espace a été créé le 1er septembre, et donc on pourra en parler, mais plutôt pendant les questions. Je n'ai pas prévu de détailler quoi que ce soit dans mon exposé. Je vais revenir un petit peu sur les origines de la stratégie spatiale en France, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Alors dans le passé, on a bien prendre conscience d'une chose, c'est que la doctrine qui a prévalu jusqu'au milieu des années 90, c'était voir, écouter, communiquer. Et pourquoi cette doctrine a prévalu dans ces années-là? Simplement parce que le spatial, dans toutes ses applications confondues, était essentiellement dédié à la dissuasion. Donc les satellites d'observation, on n'en a eu qu'un, et encore très tard, étaient dédiés pour sélectionner les objectifs de notre force de frappe. Les satellites de communication, on n'en avait qu'un à l'époque, pour transmettre les ordres aux sous-marins qui étaient à distance ou aux bateaux de la marine nationale qui étaient à distance aussi. Donc la majeure partie de notre force spatiale de l'époque, qui était quand même relativement assez étroite, puisqu'on avait un satellite d'observation qui c'était Diossan, on avait un satellite de télécommunication, c'était Télécom 1, qui était à l'époque une charge utile sur un satellite de France Télécom. Donc c'est dire si on a fait des progrès depuis, j'y reviendrai. Mais donc la doctrine était essentiellement dédiée à la dissuasion. Donc les données spatiales étaient très sécurisées, très protégées, très, on va dire, secrètes et gardées pour une poignée de privilégiés qui essentiellement tournaient autour de la présidente de la République et des organismes militaires qui mettaient en œuvre la dissuasion. Le reste des forces ne connaissait très peu le spatial et d'ailleurs, comme toujours, voyait d'un très mauvais œil les investissements dans le spatial dès lors qu'ils ne leur bénéficient pas à eux. Aujourd'hui, on est rapidement passé à une autre façon de voir les choses. Je dirais qu'aujourd'hui, on est dans une logique de l'appui spatial aux opérations. Alors là, j'ai illustré un petit peu tout sur ce slide, il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, au centre, c'est notre composante spatiale. La composante spatiale française, j'y reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous utilisons 3 orbites. Alors, je ne vais pas refaire les lois de Kepler, je ne suis pas là pour ça. Il y a 3 orbites qui sont utilisées, du plus haut vers le plus bas. La plus haute, c'est l'orbite géostationnaire, sur laquelle sont situés habituellement tous nos satellites de télécommunications. Donc en France, il n'y a que des satellites de télécommunications sur l'orbite géostationnaire. Les Américains, les Russes et probablement les Chinois ont des satellites d'observation en orbite géostationnaire et ont surtout des satellites d'alerte qui détectent les lancements de missiles. Pour l'instant, la France n'a pas cette composante. L'orbite intermédiaire qui est en bleu, ce sont tous les satellites de navigation. En France, nous en utilisons 2. Nous utilisons depuis très longtemps le système GPS américain et nous utilisons maintenant le système Galileo européen. Donc il faut savoir que quasiment toutes les grandes nations du monde ont développé des systèmes de navigation par satellite. Donc j'ai parlé du GPS américain, j'ai parlé de Galileo pour l'Union européenne, il y a GLONASS pour les Russes, Beidou pour les Chinois. Les Japonais ont un système équivalent avec un nom un peu barbare, mais qui est plus un système régional, de même que les Indiens. Qui ne sont pas des systèmes globaux, c'est des systèmes de navigation, mais régionaux. Et donc tous ces systèmes nous ont permis de conduire un certain nombre d'opérations très intéressantes, très essentielles à la conduite des opérations militaires. Donc la préparation des opérations, là j'ai illustré un petit peu avec des spatiocartes qui ont été réalisées en Afrique à l'occasion d'interventions militaires françaises.
La préparation, c'est aussi les modèles numériques de terrain qui permettent aux équipages et aux forces terrestres de s'entraîner dans un environnement à peu près représentatif. Le commandement est assuré par les satellites de télécommunication, les échanges d'ordre et de situations à très grande distance. Le ciblage, là aussi, c'est les satellites d'observation qui nous permettent de cibler. Quand je dis cibler, ça veut dire désigner les cibles avec beaucoup de précision. Parce que nos satellites d'observation, je suis désolé, j'ai un tropisme observation. J'ai été photo-interprète pendant un certain nombre d'années dans ma carrière. Donc l'observation, vous allez voir, j'y reviens souvent. Au détriment des télécommunications, ce que me reprochent beaucoup mes camarades des télécoms. Mais bon, c'est comme ça, chaque personne n'est parfait. Donc le ciblage a été fait à partir des satellites d'observation, qui sont des satellites, enfin en particulier des satellites français ou européens, qui proposent une précision de localisation qui est vraiment extrême, sans équivalent dans le monde, on peut le dire. Les satellites américains nécessitent d'être calés par GPS pour avoir la même précision de localisation, alors que les satellites français avaient une précision de localisation meilleure que les satellites américains sans recalage GPS. Bon, aussi, c'est pour dire simplement qu'en France, lorsqu'on veut développer des choses, on sait le faire. Et on a une technologie spatiale qui est à la pointe. Et je n'ai pas arrêté de la saluer quand j'étais en service, et je continue à la saluer parce que ça permet à la France d'être une nation qui compte dans le domaine spatial militaire. Donc le ciblage, et puis ensuite le guidage et la synchronisation qui permet de réaliser des opérations militaires, aériennes en particulier, qui sont synchronisées. La synchronisation, on n'en parle pas beaucoup, mais les services de navigation comme le GPS, comme Galileo, en plus de la localisation, fournissent aussi de l'information de datation, ce qu'on appelle la synchronisation. Ce qui permet à tous les systèmes d'armes, au sol, en l'air, sur mer, d'être exactement à la même heure. Même heure, même seconde, enfin avec une précision extrême aussi. C'est essentiel. On parle beaucoup de la navigation, mais on n'insiste pas assez. La synchronisation et la distribution de l'heure de façon très large est aussi une fonction essentielle aux opérations. Donc je vous ai dit que je vous parlerai un petit peu de la composante militaire française, ben la voilà un petit peu rassemblée ici. Donc nous avons 2 satellites Helios 2, bon, qui commencent à dater un petit peu, mais comme je vous disais, la technologie française est excellente. Les satellites Helios 2 ont quasiment tous les deux dépassé largement leur durée de vie initiale prévue. Donc ils continuent à fournir un service remarquable. Ils ont été complétés tout récemment, puisque c'était en février de cette année, par un satellite CSO, donc qui est exclusivement militaire aussi, de nouvelle génération. On a bâti en matière d'observation une particularité que beaucoup de pays ont eu du mal à comprendre, et je le dis d'autant plus facilement que personnellement j'y étais opposé au début, pour les mauvaises raisons, et puis maintenant lorsque je l'ai utilisé, cette dualité civilo-militaire, je n'ai pu en apprécier que les bénéfices. Donc on utilise 2 satellites Pléiades qui sont partagés avec la société Airbus Defence and Space, et qui ont été réalisés donc financés une partie par la Défense et une partie par le CNES. Donc tout ça pour dire que ce satellite Pléiade, pendant longtemps, ont été la cheville ouvrière de l'observation spatiale militaire. Tout simplement parce qu'ils étaient 2 satellites de nouvelle génération qui permettaient de faire des prises de vue avec une extrême agilité, donc ils pouvaient fournir jusqu'à 100 prises de vue par jour à peu près, alors que les satellites Helios, qui étaient des satellites d'une génération un peu plus ancienne, en fournissaient qu'une quinzaine. Donc la majeure partie du renseignement militaire lié à l'observation spatiale provenait des satellites Pléiades. On ne le dit pas suffisamment souvent, et la dualité, comme je vous le disais, j'étais un opposant au départ, je ne peux que me réjouir qu'on ait réalisé ces 2 satellites en dualité civilo-militaire. En matière de radar, on n'a pas développé de composante française, on s'appuie sur un partenariat avec les Allemands, sur les systèmes Sarloop, donc 5 satellites qui sont exclusivement militaires, et un partenariat avec les Italiens, donc 4 satellites Cosmos Skymed, qui sont des satellites eux aussi réalisés en dualité. Donc ce partenariat permet à la France d'accéder à des images radars, donc des images radars qui sont des images qui permettent d'acquérir des images quelle que soit la météorologie. En particulier s'il y a une couverture nuageuse à 100%, le radar passera à travers la couverture nuageuse, alors qu'un satellite comme Helios ou comme CSO ou comme Pléiade ne verra que les nuages. Donc tous les jours, la France et l'Allemagne et l'Italie échangent. Donc la France fournit à l'Allemagne et à l'Italie des images Helios et CSO, et l'Allemagne fournit des images radar Sarloop, et l'Italie fournit des images radar Cosmos Skymed. Donc là aussi, c'est un échange européen particulièrement fructueux des 2 côtés, qui a été très compliqué à monter. Et lorsqu'on parle un petit peu en international, en particulier avec nos amis américains de ce partenariat, j'avoue qu'ils sont assez étonnés de voir comment il fonctionne. Donc une fois de plus, 2 leçons, la dualité, ça marche, le partenariat européen marche aussi, si réellement on se donne une volonté politique pour le faire fonctionner.
En matière d'écoute électromagnétique, on a longtemps développé des démonstrateurs. Toute une série de démonstrateurs jusqu'en 2011 où on a lancé un premier satellite, ELISA est toujours, excusez-moi, est toujours un démonstrateur. Donc il est composé de 4 satellites en patrouille, qui permettent de détecter des signaux électromagnétiques, des radars, de navires, etc., et de les localiser surtout, c'est ça qui est important. ELISA sera suivi en 2020 par le premier satellite réellement opérationnel en matière d'écoute qui s'appelle CERES. Donc c'est la future génération. En matière de télécommunication, donc sur l'orbite géostationnaire, deux satellites Syracuse 3, qui sont des satellites exclusivement militaires et français, un Athena Fidus qui est un satellite dual franco-italien, et un satellite Cicral qui est un satellite franco-italien militaire. Donc 4 satellites en orbite géostationnaire qui fournissent un support apprécié par toutes les forces françaises projetées à l'étranger. En matière de positionnement, de datation, de navigation, j'ai déjà parlé. Nous avons accès au GPS, enfin au code précis du GPS, et nous attendons la mise en service imminente, j'espère, du service précis, du service sécurisé de Galileo, ce qui ne devrait pas tarder, à mon avis, c'est à la fin de l'année. Et enfin, en matière de surveillance de l'espace, là aussi j'y passerai un peu de temps tout à l'heure, nous avons développé nous utilisons 2 systèmes, le système GRAVE, qui est un radar bistatique réalisé par l'ONERA dans les début des années 2000, qui permet de détecter et de trajectographier tous les satellites d'une certaine taille, entre 300 et 1000 km/h, tous les satellites en orbite basse. Et GeoTracker, à l'inverse, c'est un système de télescope, c'est un service que nous achetons à Airbus. Ce sont des télescopes qui sont répartis un petit peu partout dans le monde et qui nous permettent de suivre l'activité en orbite géostationnaire, et j'y reviendrai aussi. La lacune importante, j'ai parlé tout à l'heure de certains pays qui avaient en orbite géostationnaire des satellites d'alerte. Nous n'avons pas de satellites d'alerte. Nous avons eu un démonstrateur Spiral jusqu'en 2012 de mémoire. Il a été désorbité, il n'a pas été suivi par un système opérationnel. On ne peut que le regretter. Mais l'alerte figure toujours dans les priorités du ministère. Je l'ai vu écrit encore dans la nouvelle stratégie qui a été publiée cet été. Je vous ai dit que je venais de l'observation, donc je vais vous montrer quelques images pour essayer d'illustrer à quoi sert le spatial. Donc les images spatiales contribuent à la veille stratégique. Vous avez sur cet exemple des images Pléiades, puisque je ne peux pas montrer des images CSO ou des images Hélios, puisqu'elles sont classifiées. Donc je prends des images Pléiades, mais c'est très bien, elles sont très belles aussi. Images Pléiades qui montrent comment la Chine colonise les îlots en mer de Chine du Sud. Donc là, vous avez un exemple dans les îles Spratly. Donc voilà l'îlot comme il était en 2013, c'est-à-dire quasiment une petite barrière de corail autour d'un gros rocher. En 2015, il y avait pas mal de travaux de terrassement et de remblaiement qui avaient été déjà effectués. Et en 2016, il y a une magnifique piste d'aérodrome qui est dessus. Donc la colonisation est réelle et ce type d'outil nous permet de la suivre de façon régulière. Pour être un peu plus précis, lorsque les Chinois nous disent que c'est à des fins pacifiques ou scientifiques, etc., voilà un autre îlot qui a été colonisé, un petit peu la même technique, même s'il y a un peu plus de verdure qui a poussé depuis parce qu'il a été colonisé depuis pas mal de temps. Et donc sur cette partie-là, j'essaie de transférer, je ne sais pas si je voyais voilà. Ici, nous avons zoomé sur le bout de la piste de l'aérodrome et par hasard, nous avons détecté un avion de chasse. Je suis désolé, mon écran n'est pas synchronisé avec celui-là, donc je ne peux pas vous le montrer. Je pense que tout le monde le voit. Donc là aussi, ça montre que ça illustre un début de la colonisation de ces îlots par la Chine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des travaux de veille stratégique. Nous faisons aussi de la surveillance multitemporelle. Alors là-dessus, il va falloir être patient un petit peu, parce que c'est une animation multitemporelle que permettent les satellites Pléiades, parce qu'ils ont une excellente répétitivité, qui montre comment l'aérodrome de Latakia, donc au nord de la Syrie, en bordure méditerranéenne, a été occupé par l'aviation russe lorsqu'ils sont venus aider le régime de Bachar el-Assad. Donc je vais attendre que ça se resynchronise pour vous montrer l'image de départ. C'est pas encore ça là, on va y arriver. Là voilà. Ça c'est comment était l'aérodrome avant que les Russes arrivent. Et petit à petit, vous allez voir apparaître des travaux de terrassement, des rallongements de pistes, des renforcements d'héliports. Donc là, l'héliport a été construit. On voit le premier gros porteur russe qui s'est posé dessus. Donc là, les choses se renforcent un petit peu. Et puis sur une des suivantes, j'espère que ça va, voilà. Voilà toute l'aviation de chasse russe qui s'est déployée sur le terrain.
Tout ça pour illustrer ce que peut apporter le suivi multitemporel comme nous l'offre un satellite Pléiade, qui permet de faire plusieurs prises de vue par jour d'un même site et plusieurs prises de vue étalées dans le temps. Et lorsqu'on fait des animations de ce type-là, c'est très riche en renseignements. Une autre illustration, toujours en imagerie, l'imagerie radar. Alors l'imagerie radar, je vous ai dit que l'avantage était qu'elle passait à travers les nuages. Donc là, vous avez une illustration assez intéressante d'un radar européen qui s'appelle TerraSAR, fabriqué par Airbus. Une fois de plus, vous allez croire que je fais de la pub pour Airbus parce que ça fait 3 ou 4 fois que je les cite, mais bon, c'est quand même un de nos industriels les plus avancés en matière de cette type d'observation. Je dois bien entendu associer TAS aussi, puisque j'ai cité Airbus. On va faire comme à la télé, lorsqu'on cite une marque, il faut en citer au moins 2 autres. Donc je vais citer les deux noms. Les deux font un excellent travail, d'autant que dans la majorité des satellites, en particulier les satellites optiques, il y a une coopération entre les deux erreurs. Les deux contribuent, à CSO en particulier, les deux industriels ont été associés pour faire un excellent travail. En l'occurrence, TerraSAR, lui, est un satellite uniquement d'Airbus. Et donc voilà une image radar. Donc l'image radar, on a l'habitude, excusez-moi mesdames, de dire qu'elles ne sont pas très sexy. Simplement parce que pour une analyse d'image, c'est plus difficile d'obtenir du renseignement que sur l'image optique qui est sur la droite. Mais l'avantage, c'est que s'il y a une couverture nuageuse complète sur un aérodrome ou sur un site que l'on surveille, ou même si de nuit, le seul outil qui permet de recueillir le renseignement, c'est le satellite radar. D'où ce partenariat qu'on a passé avec nos amis italiens et nos amis allemands pour obtenir de l'image radar. Donc on pourra discuter du partenariat aussi parce qu'il est très intéressant et il pose quelques questions. Enfin bon, je ne vais pas m'étaler maintenant, je vous appâte un petit peu pour la suite, mais bon, il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, je vais vous laisser travailler 2 secondes. Je vous ai dit que j'étais analyste d'image. Donc l'analyse d'image a toujours des questions, toujours des exemples intéressants. Là, vous avez une image Pléiade sur lesquelles les analystes militaires ont indiqué qu'il s'agissait d'une activité suspecte confirmée. À votre avis, qu'est-ce qui permet de confirmer que c'est une activité suspecte? Je ne veux pas vous faire un cours d'analyse d'image simplement. Là, vous avez une image dans le désert, en dessous d'une dune. Vous avez la dune au nord, à peu près. Et donc, les objets que vous voyez sont des véhicules. Et donc, les véhicules, dans le nord du Mali, c'est au nord du Mali. Dans le nord du Mali, ces véhicules, ça peut être des Touaregs qui se promènent, qui font des trafiquants qui font du trafic, mais qui ne sont pas des terroristes, ou même des familles qui viennent passer un week-end. Enfin, il y a tout un tas de choses que peuvent être un regroupement de véhicules de ce type-là dans le nord du Mali, enfin dans le nord du Sahel, quoi, dans toutes ces zones qui sont peu contrôlées ou très peu contrôlées. Donc il y a un élément sur cette image qui a permis à mon analyste à l'époque de dire, je vous confirme, c'est une activité suspecte. C'est juste un peu pour jouer avec vous, oui. Voilà. Donc sur la dune, alors je ne sais pas si tout le monde le voit, mais il faut avoir de bons yeux, donc je vais vous recruter comme photo-interprète dans quelques années, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc voilà ici, il y a un petit point noir. Ce petit point noir, effectivement, comme vient de le dire monsieur, c'est un guetteur. Et si on continue, si j'avais mis la totalité de l'image, il y avait un autre guetteur ici. Mais bon, j'ai pas pu prendre les deux, c'était trop grand pour la démonstration. Donc un guetteur, ça veut dire que le guetteur, il surveille. Et s'il surveille, c'est que ce qui se passe en dessous, c'est pas forcément très catholique, façon de parler. Donc le photo-interprète a conclu que c'était une activité suspecte. Dans la théorie, mais je ne peux pas vous le montrer ici, mais dans la suite de mon démonstration, quand j'avais une audience moins publique ici, c'était de montrer la deuxième image qui suit celle-là. Parce que celle-là, c'est une activité donc suspecte qui a été détectée. Un drone est allé dessus, pour raconter toute l'histoire, un drone, parce qu'il y a des drones au Mali qui sont à disposition des forces, un drone est allé faire une reconnaissance, et le drone a montré, puisque les images sont beaucoup plus précises, qu'effectivement, les véhicules que vous voyez là, chacun d'entre eux disposait d'une tourelle de 30 mm sur le derrière. Donc c'était des véhicules qui étaient des véhicules utilisés par les terroristes. Et la troisième image, c'est pas une image de drone, c'est ce coup-ci une autre image de Pléiade. C'est une image qui montre l'état de ces véhicules après une frappe par des hélicoptères Tigre. Donc il ne reste plus grand-chose. Donc tout ça pour dire que le satellite aujourd'hui est monnaie courante et utilisé dans les opérations militaires. Alors je ne dis pas en live, je ne vais pas vous dire qu'on utilise du satellite en tactique sur le terrain, que le fantassin, comme on voit dans des films, il a son image satellite sur son iPad au milieu du désert. On n'en est pas encore là. Mais par contre, les images satellites sont des outils utilisés en permanence dans les opérations. Et je vais revenir un petit peu à l'actualité, mais je pense que ces images-là, vous les avez tous vues, puisqu'elles ont été largement médiatisées, mais une fois de plus, tout ça pour vous dire que c'est des images publiques. Vous pouvez trouver ça vous pouvez acheter ça à Digital Globe. En l'occurrence, je crois que c'est Digital Globe, c'est pas des images Pléiade, celle-là.
Donc à titre personnel, vous pouvez vous procurer ces images-là. Ces images, c'est les images qui prouvent que les installations de forage pétrolier saoudiennes ont été frappées par, en tout cas les 4 cuves que vous voyez là, avec les petits carrés rouges, ont été frappées par des... Alors pour l'instant, je ne veux pas me mouiller non plus, j'ai pas beaucoup de preuves, comme je ne suis plus dans les services depuis quelques années, je ne veux pas raconter de bêtises, et je ne veux surtout pas dire que c'était pas des drones. Mais bon, ça c'est mon avis. On était un peu loin du Yémen, pour que ce soit des drones. Et un peu plus près de l'Iran que du Yémen. Mais bon, je n'en tirerai aucune conclusion, en tout cas aucune conclusion qui soit étayée. Tout ça pour vous montrer que les images, ça sert de preuve. Toutes ces images-là, elles ont été récupérées dans la presse, elles ont fait le tour du monde, quoi. Donc l'imagerie aujourd'hui est devenue un vrai outil. Ce qui explique, pour en revenir un petit peu au sujet de mon exposé, qui concerne un petit peu le New Space. Dans le New Space, vous avez des pléthores aujourd'hui de projets de satellites d'observation, de constellations de satellites d'observation, à des résolutions, je dirais, spectaculaires. Je vais vous citer qu'un exemple qui me touche de près. Je travaille actuellement avec une société belge. Vous allez me dire que je suis allé foutre chez les Belges. Et depuis que je travaille avec eux, je me suis dit, je ne raconterai plus jamais de ma vie des histoires belges. Les Belges, actuellement, cette société est en train de fabriquer 6 satellites de 50 kg chacun, qui auront les mêmes performances de qualité image et d'agilité que les satellites Pléiades dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous allez me dire, c'est 10 ans après. Oui, c'est 10 ans après, mais les satellites Pléiades, ils pesaient 1,4 tonne. Donc tout ça pour dire qu'en quelques années, des progrès immenses ont été réalisés et que ces petites sociétés qui fabriquent des petits satellites, aujourd'hui, elles ont tout un intérêt pour beaucoup de monde, et en particulier pour les militaires. Voilà, ça me fait ma transition toute faite pour le New Space et parler du spatial militaire demain. Le New Space, à mon avis, c'est certainement une des composantes du spatial militaire demain, même si les militaires ne le veulent pas, même si les agences spatiales traditionnelles le voient d'un très mauvais œil. Le New Space va finir par s'imposer pour les raisons que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le New Space offre des satellites qui sont un facteur entre 100 et 500 fois moins cher que des satellites traditionnels, et puis avec des performances tout à fait équivalentes. Et là où on peut en lancer, là où à l'époque on lançait 2 satellites, aujourd'hui on peut lancer 50 sans effort supplémentaire, avec le même effort budgétaire. Donc l'intérêt est grand, très très grand. Je vous ai illustré aussi le lancement le plus spectaculaire de PSLV. PSLV, c'est le lanceur indien, qui en mois de février, la mission de C-37, comme il l'appelle, en un lancement a mis 104 satellites en orbite. Alors 104 nanosatellites. Et là où je vais vous faire un petit peu peur, c'est que sur ces 104 nanosatellites, il y en a 20, on ne sait pas où ils sont. Personne, ni les Américains, ni nous, ne savons où ils sont aujourd'hui. Enfin, les Américains, peut-être qu'ils savent parce que ce sont des satellites américains, normalement, mais enfin sur le papier. En tout cas, il y a une vingtaine de satellites de ce lancement qui ont disparu. Alors, c'est des satellites qui font 50 kg, donc c'est pas des gros trucs, c'est même plus petit que ça parfois. Donc, ça ne peut pas faire beaucoup de dégâts, vous allez me dire. Mais s'ils entrent en collision avec un satellite opérationnel, ça fera des gros dégâts de toute façon, parce que dans l'espace, les vitesses de rapprochement sont énormes. Donc, dans tous les cas, c'est un danger, c'est ce que je voulais dire, c'est que les satellites et les lancements bon marché, ça fait qu'il y a beaucoup plus de nouveaux acteurs et beaucoup moins de contrôle, en tout cas, parce qu'on ne contrôle rien aujourd'hui. Il faut le dire, des satellites, des nanosatellites, une unité ou 2 unités qui font entre 25 et 50 kilos, on ne les voit pas dans le spatial. Les Américains les verront peut-être lorsqu'ils auront déployé la totalité de leur nouvelle génération de radars de surveillance de l'espace, mais malheureusement Grave, que j'ai cité tout à l'heure, qui a fait très bien son boulot, aujourd'hui ne détecte grosso modo que des objets d'une taille d'une machine à laver. Même si un objet d'une taille de machine à laver, il la détecte comme si elle était à Marseille, ça c'est juste pour figer un petit peu les exemples, mais en tout cas, il ne détecte pas des objets plus petits que ça. Donc, il ne voit pas les nanosatellites. Donc aujourd'hui, les nanosatellites qui sont dans nos bases de données d'objets spatiaux, elles nous sont fournies par les Américains, qui eux-mêmes avouent ne pas les voir en totalité tous. Donc ça pose réellement un problème de sécurité. Dans le futur, donc au-delà du New Space qui amène beaucoup de choses entre les lanceurs et les petits satellites, il y a de plus en plus, et vous en avez entendu parler, c'était un petit peu ma première slide aussi, des activités suspectes dans l'espace. Le X-37, c'est l'espèce de navette qui se pose. Non, c'est pas la navette spatiale, c'est l'X-37. X-37, c'est une petite navette spatiale ou un petit drone spatial à une forme de navette qui passe des mois et des mois dans l'espace et on ne sait pas ce qu'il fait. Seuls les Américains qui le contrôlent savent ce qu'il fait. Mais nous, on essaye de le suivre, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait.
On n'arrive pas à comprendre sa logique. Il change de plan, il change d'orbite, il se promène. Ou alors il fait des essais de changement orbitaux, mais au bout d'un moment, il pourra arrêter les essais. Non, ça dure très longtemps. La dernière mission, je crois, a duré 1 an et demi. 1 an et demi, cet objet s'est baladé dans l'espace sans qu'on puisse, de façon certaine, établir une fonction particulière à sa mission. Celui du milieu, mais j'y reviendrai tout à l'heure, c'est le satellite Louche Olympe, dont a parlé notre ministre en septembre de l'année dernière, qui a fait un petit peu beaucoup de buzz dans les médias, parce que ce satellite, il a fait une... Enfin, je vous l'illustrerai tout à l'heure, je ne vais pas vous en dire plus. Ensuite, vous avez les armes anti-satellites. Alors, le dernier pays qui a réussi à intercepter un satellite avec un missile, c'est l'Inde. C'était la surprise. L'Inde a toujours été, dans les instances internationales, le modérateur. C'est-à-dire le pays qui, chaque fois que les Chinois ont fait des bêtises, que les Américains ont fait les mêmes bêtises que les Chinois, c'est-à-dire détruit un satellite opérationnel en orbite avec un missile, c'est-à-dire créer des milliers et des milliers de débris en orbite, les hindous ont toujours été les premiers à dire, à appeler au calme et à appeler à une utilisation intelligente de l'espace, modérée et respectueuse. Et bizarrement, l'année dernière, ils ont eux aussi fait une démonstration de force. Alors là aussi, je ne veux pas faire de la mauvaise géopolitique, mais cette démonstration de force venait quelques mois seulement après la mise en orbite par le Pakistan de ses 2 premiers satellites d'observation. Donc j'ai dit ça, je dis rien. Mais bon, il y avait une logique qui dépassait une logique internationale sans doute, qui était plutôt une guerre régionale. On parle aussi de plus en plus de ravitaillement dans l'espace. Ravitaillement dans l'espace, c'est très intéressant, certainement. Beaucoup de fabricants de satellites s'y intéressent, parce que ça permet de prolonger la durée de vie de satellites. Et la durée de vie de satellites, en particulier de satellites de télécommunications, ça rapporte énormément de royalties. Donc c'est très intéressant de prolonger la vie d'un satellite dans le spatial. Seulement les systèmes qui vont ravitailler des satellites dans l'espace, ils s'approchent des satellites et puis ils s'emparent d'eux pour aller se connecter et ramener du carburant ou ramener d'autres choses, changer des pièces de rechange, etc., des pièces défectueuses. S'ils peuvent faire ça, ils peuvent faire beaucoup de choses aussi. Donc ils peuvent manipuler le satellite, le ramener sur Terre, le changer d'orbite, et ça c'est très inquiétant pour les militaires qui ont l'esprit un petit peu mal placé, comme quasiment tous les militaires. Et ensuite, la suppression des débris spatiaux, on en parle aussi de plus en plus, parce que les débris spatiaux, c'est un enjeu majeur. Enjeu majeur, je vous ai parlé tout à l'heure des missiles tirés par les Chinois, par les Américains et par les Indiens qui ont créé des débris spatiaux. Aujourd'hui, on détecte dans l'espace, les Américains ont une base de données de 24 000 objets. 24 000 objets en orbite basse, c'est-à-dire entre 300 et 1000 km, alors que ne sont dénombrés que 900 satellites opérationnels. Ça veut dire que 23 100 objets sont des débris spatiaux. Ça pose quand même question. Et ça, c'est des débris spatiaux d'une taille supérieure à 30 cm. C'est ceux qu'on peut détecter aujourd'hui, que les Américains peuvent détecter aujourd'hui. Leur prochain système, là, qui est le Space Fence, qu'ils sont en train de mettre en service dans des îles du Pacifique et en Australie, devrait améliorer cette résolution en descendant jusqu'à quelques centimètres. Et ils évaluent aujourd'hui le nombre d'objets d'une taille supérieure à quelques centimètres à plus de 100 000 objets en orbite basse. Donc ce qu'on appelle le débris removal, la suppression des débris spatiaux, est un enjeu majeur pour les années qui viennent. Et beaucoup de pays font tentative. Là, vous avez un exemple de filet qui a été réalisé par une université suisse. Les Suisses ont été les premiers à mettre au point un concept qui devrait être généralisé, en tout cas je l'espère, en tant qu'utilisateur du spatial, qui est de dire que lorsqu'on lance un objet dans l'espace, à la fin de sa vie, il faut soit le ramener sur Terre, en tout cas le faire dégager des orbites. Et donc ça, aujourd'hui, la France a pris une loi spatiale qui impose à tous les objets spatiaux en orbite basse de rester, après leur fin de vie, de rester au maximum 25 ans en orbite. Après 25 ans, ils doivent rentrer dans l'atmosphère. Et pour les objets en orbite géostationnaire, pareil, au bout d'un certain nombre de temps, ils doivent être mis sur des orbites qu'on appelle des orbites cimetières, qui les ramènent peu à peu vers le Soleil, de façon à dégager les orbites utiles pour les satellites qui sont opérationnels. Donc c'est un enjeu majeur. Et les Suisses, donc je disais, sont les premiers, c'est l'Université Polytechnique de Lausanne, qui a un projet de mini-satellite qu'ils ont lancé il y a 2 ans, pour 3 ans de durée de vie, donc il n'y a plus qu'un an de durée de vie. Ils sont en train de préparer le système qui va aller le chercher, qui va aller s'accrocher au satellite et qui va le ramener sur Terre, enfin le ramener dans l'atmosphère, et le faire griller dans l'atmosphère. Donc là, un enjeu majeur. Donc la situation spatiale, il faut qu'on la suive, il faut qu'on l'actualise, et il faut qu'on l'authentifie régulièrement. Là, je vais vous montrer un petit peu un vestige pour montrer ce que c'est qu'une situation spatiale. C'est un premier embryon, c'était les premiers embryons de situation spatiale que nous avons réalisés au CIE en 2016.
C'était expérimental, c'était vraiment du PowerPoint fait à la main, quoi. Mais il faut savoir que sur cette situation spatiale, tout ce qui est nécessaire à l'établissement d'une vraie situation spatiale est présent. Et aujourd'hui, j'y suis allé il y a quelques semaines, et j'ai vu les progrès. Aujourd'hui, on rentre dans un système beaucoup plus automatisé et beaucoup plus performant. Donc en particulier, le suivi des lancements. Le suivi des lancements est essentiel à l'élaboration d'une situation spatiale. Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permet de dire que le satellite, un orbite géostationnaire à 43 degrés de latitude, et le satellite, je veux dire Télécom 3, même s'il n'existe plus celui-là, enfin, est tel satellite. Aujourd'hui, rien ne nous permet de le dire, sauf si on a suivi la mise à poste de ce satellite depuis le jour de son lancement. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de système optique suffisamment précis pour aller zoomer si loin. Les télescopes, lorsqu'ils font les images, je pense que j'en ai une, je vous la montrerai peut-être tout à l'heure, lorsqu'ils font les images, un satellite de télécommunication sur l'orbite géostationnaire, c'est un point brillant. Même avec un gros télescope, c'est un point brillant. On n'arrive pas à voir la forme et on n'arrive surtout pas à lire la marque ou à authentifier quoi que ce soit, quoi. Donc pour authentifier c'est-à-dire authentifier et reconnaître, identifier précisément un satellite en orbite, il faut le suivre depuis son lancement. Donc il faut répertorier tous les lancements dans le monde et puis petit à petit suivre les nouveaux objets qui arrivent et les suivre depuis le moment où ils sont injectés dans l'espace jusqu'au moment où ils rejoignent leur orbite opérationnelle. C'est le seul moyen de savoir que cet objet, c'est bien celui que l'on doit identifier. Et ce type d'identification est essentiel à ce que veut faire la France dans les années prochaines. La France a dit qu'elle voulait protéger ses satellites. Pour protéger ses satellites, il faut savoir lorsqu'il y a une agression. Et pour savoir s'il y a une agression, il faut savoir qui est l'agresseur. Pour ensuite, derrière, enclencher des démarches soit diplomatiques, soit plus militaires, soit plus, on va dire, cinétiques, on va dire. Il faut savoir quel est l'adversaire. On ne va pas incriminer la Russie comme ça a été fait. En l'occurrence, c'était le cas, mais alors que c'est un satellite chinois qui vient nous enquiquiner. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut être sûr. Un décideur, un chef, ne prendra jamais une décision sur une information qui n'est pas de source nationale. Donc il nous faut des sources, absolument des sources nationales pour authentifier l'activité en orbite. Je vais revenir un petit peu sur le louche. Voilà un petit peu le satellite louche. Alors j'ai essayé d'illustrer sur ces slides le périple qu'il a réalisé. Donc, je vais voir si je peux amener la souris. Voilà. Il a été lancé, donc ça, voilà ici. Il a été mis en orbite un peu au large de Madagascar dans l'océan Indien. Puis ensuite, pendant quelques mois, il a dérivé vers l'est, donc c'est un peu la flèche orange. Et à partir de, alors je ne sais plus quand c'était, février 2015, jusqu'à quasiment octobre 2015, il a gentiment dérivé toujours sur l'orbite géostationnaire, là c'est la flèche verte, pour aller se positionner au milieu de l'Atlantique. Et dans ce périple, il s'est chaque fois arrêté un petit peu auprès de certains satellites de télécommunications, des satellites Intelsat, des satellites Eutelsat, etc. On en a beaucoup parlé, y compris un satellite militaire Athéna-Philus. C'est ce qu'avait médiatisé la ministre à l'époque. Donc le comportement de ce satellite est anormal. Il n'est pas illégal, il est anormal. Pourquoi est-ce qu'il est anormal? Parce qu'en orbite géostationnaire, lorsqu'on met un satellite en orbite géostationnaire, on lui attribue une position orbitale et des fréquences, de façon à ce qu'il ne gêne pas son environnement. Or, là, en l'occurrence, il n'est pas à sa position orbitale initiale, puisqu'elle était au large de Madagascar. Il en a largement bougé, et puis il ne s'est pas beaucoup préoccupé des perturbations qu'il pouvait causer aux satellites avoisinants. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on a appelé la balade du louche, qui continue encore. Alors maintenant, il s'est calmé un petit peu, parce qu'il ne doit plus avoir beaucoup de carburant, mais en tout cas, il a bien parcouru l'orbite géostationnaire. Donc ça, c'est une des activités suspectes, et je dirais une des premières que l'on ait détectées. Il y en a eu d'autres, et tout à l'heure je vous montrerai quelques vidéos à la fin de l'exposé, pour vous les illustrer, pour vous montrer que je ne vous raconte pas que des bobards. Donc ça c'est un inspecteur de proximité chinois. Donc inspecteur de proximité, c'est un peu le même principe, c'est un satellite qui va s'approcher de nôtre pour prendre des photos, pour aller intercepter les communications, et essayer de voir un petit peu ce que fait le satellite, quelle est la mission du satellite dont il s'approche. Donc les Chinois ont lancé des satellites expérimentaux ou des démonstrateurs de ce type-là en grand nombre, et on sait qu'ils maîtrisent, et je vous montrerai tout à l'heure, beaucoup de techniques de rapprochement orbitaux. Et vous aurez une illustration tout à l'heure, sans problème. Donc maintenant, l'enjeu, c'est de savoir se prémunir contre ça. Donc la sécurité spatiale, il y a 4 principes essentiels. Il faut être résilient, il faut connaître pour pouvoir anticiper, il faut se protéger et il faut pouvoir agir. C'est-à-dire, il faut construire une véritable posture dissuasive.
Je pèse mes mots parce que dès que j'ai parlé de dissuasion spatiale, j'ai tous mes camarades de la dissuasion nucléaire qui me sont tombés dessus. Non, dissuasion, c'est interdit, c'est réservé au nucléaire, donc il faut trouver autre chose. Okay, donc on a inventé le mot de posture dissuasive. C'est la sémantique, mais qui veut dire un peu tout ce que ça veut dire. Être résilient, ça veut dire disposer de satellites qui sont robustes et durcis, c'est-à-dire qui sont capables de survivre à une attaque, à une première attaque en tout cas. Et une capacité qui perdure malgré les dommages. C'est-à-dire si on casse un satellite, on doit en avoir suffisamment. C'est tout l'intérêt des constellations des New Space, par exemple, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que si on a 45 satellites qu'on nous en casse un, il nous en reste 44 pour faire la mission. Aujourd'hui, avec le Old Space, puisque c'est le Old Space contre le New Space, on a deux satellites, donc si on nous en casse un, on perd 50% de notre capacité opérationnelle. Donc il faut travailler un petit peu sur cette résilience en durcissant nos satellites et puis en augmentant le nombre de satellites, mais aussi en coopération internationale. C'est-à-dire que pour une capacité, j'ai parlé des télécommunications, de l'observation, voilà, généralisé à tout, admettons que l'on perde un satellite de télécommunication, que l'on perde ou qu'on le coupe parce qu'il est en train d'être écouté par un pays dont on n'aimerait pas qu'il intercède nos communications. Donc ce qu'on fait, c'est ce qui ça s'est passé en réel, ça. Lorsque le satellite est écouté, on pense qu'il est écouté, ben on reconfigure toutes nos communications sur un autre satellite. Ça veut dire qu'il faut avoir d'autres satellites. Et quand on ne peut pas le faire sur les satellites nationaux, on demande à des alliés. Donc cette approche de résilience, elle doit être faite en coalition internationale. C'est ce que l'on travaille avec tous nos alliés régulièrement. La connaissance et l'anticipation, je dirais que comme dans tous les domaines des opérations militaires, c'est le cœur du métier. C'est-à-dire que si on ne connaît pas, on ne peut pas faire grand-chose. Et pour cela, il faut moderniser nos moyens de surveillance de l'espace. J'ai parlé de Grave tout à l'heure, qui était un merveilleux outil des années 2000, mais maintenant, il faut le moderniser pour qu'il puisse détecter des satellites beaucoup plus petits et puisse être beaucoup plus performant dans l'identification des objets dans l'espace. Ensuite, derrière, c'est l'effort majeur, à mon avis, aujourd'hui, c'est dans le renseignement. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'analyser la situation spatiale. Or, aujourd'hui, si je dois dire combien nous disposons dans les forces françaises d'analystes capables de mener des analyses pertinentes dans ce domaine, je pense que je vous décevrai beaucoup. Ils sont très peu nombreux, tout simplement parce que ce sujet-là n'a pas été pris suffisamment au sérieux depuis... Enfin, il n'est pris au sérieux que depuis très peu de temps. Donc j'espère que parmi les efforts et parmi les accompagnements de la création du commandement de l'espace, le domaine du renseignement ne va pas être oublié. Et en matière de R&D, bien entendu, il faut suivre toutes les technologies pour que l'on puisse se défendre contre elles et riposter. Donc des enjeux majeurs. Pour se protéger, donc là, il faut être capable de regarder les différentes options possibles. J'ai parlé tout à l'heure des agressions qui ne sont pas destructives, c'est-à-dire un satellite qui vient écouter un satellite de télécommunication. Bon, dans ce cas-là, on ne va pas déclencher une guerre nucléaire contre le propriétaire du satellite qui vient nous écouter. On va simplement essayer de trouver une riposte adaptée. C'est la base de la légitime défense. Il y a une riposte adaptée à l'attaque. Encore faut-il qu'on dispose de moyens pour réaliser cette riposte. Il faut ensuite proposer cette riposte au chef opérationnel, la mettre en œuvre et surtout s'entraîner. Je dirais le point important aujourd'hui, c'est que l'entraînement. Tous les ans, les coalitions internationales participent à des wargames dans lesquels on simule des situations spatiales de crise. Et ces wargames ont pour but justement d'entraîner à la fois les opérateurs, mais surtout les décideurs politiques à prendre les bonnes décisions pour que le cas où ça arrivera, le jour où ça arrivera en réel, on sache quoi faire. Ce n'est pas toujours évident de prendre les bonnes décisions si on ne s'y est pas entraîné. Ça surprend souvent. Ça veut dire qu'il faut mettre en place une première chaîne des opérations spatiales. Je reviens souvent sur le thème des opérations spatiales parce que pour les gens qui sont familiers du milieu spatial, opération spatiale, c'est le lancement, mise à poste, maintien à poste. C'est tout. Dans notre jargon militaire, opération spatiale, c'est autre chose. C'est être beaucoup plus intrusif, beaucoup plus capable d'être agressif. Je dis capable, je pèse mes mots parce que l'objectif, c'est pas d'être agressif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La France n'a pas envie, ne veut pas déclencher une guerre dans l'espace. Elle veut simplement dissuader les pays qui investissent dans ce domaine-là, et il y en a beaucoup, je vous l'ai montré, de s'en prendre à des moyens spatiaux français. Et pour cela, il faut être dissuasif. Pour être dissuasif, il faut savoir faire des démonstrations de capacités que l'on pourrait utiliser en rétorsion, même si on n'a pas l'intention de les utiliser en première frappe. Enfin, agir, c'est la suite directe. Il faut développer les moyens pour disposer d'une capacité de réponse proportionnée à l'attaque, c'est ce que je viens de dire. Du sol vers le sol, c'est-à-dire que si aujourd'hui on s'en prend parce qu'une composante spatiale, c'est un segment spatial et un segment sol.
Et parfois, souvent, le plus vulnérable n'est pas dans l'espace. C'est peut-être le plus compliqué à atteindre. Par contre, au sol, des attaques cyber contre les centres de contrôle, il y en a déjà eu. Et puis des attaques traditionnelles aussi, des attentats, etc. Donc on peut riposter du sol vers le sol, on peut riposter du sol vers l'espace, ou on peut riposter dans l'espace. Et c'est là qu'il faut construire ce que j'appelais tout à l'heure la véritable posture dissuasive. Et à mon avis, c'est l'enjeu du futur commandement de l'espace. C'est dans les années qui viennent, avec les moyens qui lui seront alloués, à la fois financiers et humains, de construire, d'acquérir les moyens de construire cette posture dissuasive. Un petit mot sur la sécurité spatiale, sur le commandement de l'espace, pour terminer. Le commandement de l'espace, ce sera dans l'armée de l'air et de l'espace. Alors je ne vais pas faire de mauvais esprit, mais l'armée de l'air et de l'espace a déjà existé. Elle a existé dans les années entre 95, je dirais, et 2002. Et puis petit à petit, le terme s'est estompé, et là il ressurgit. Tant mieux, je suis aviateur, donc je ne peux que m'en satisfaire. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, en France, il faut être réaliste, on n'a pas du tout les moyens d'agir seul dans l'espace. Tout ce que je viens de vous expliquer, l'acquisition d'une posture dissuasive, elle peut se faire à minima pour la France, elle ne se fera pas en totalité. Elle ne pourra pas couvrir tout le spectre du besoin seule. Uniquement l'Europe a les moyens de se doter d'une capacité complète comparable à celle des Américains, des Russes ou des Chinois. Et pour cela, il faut que le commandement de l'espace soit un moteur pour l'aérospatial. Et je pense qu'il a tous les atouts pour le devenir, ne serait-ce qu'en jouant sur les rivalités un petit peu intrinsèques à nos amis européens. Deux enjeux pour demain, le Space Traffic Management. Je vous ai parlé des débris. Alors des débris spatiaux qui sont dans tous les sens. Les Américains ont inventé une nouvelle fonction, le Space Traffic Management, qui vise à essayer de gérer les débris spatiaux, les objets spatiaux, comme on fait dans l'air, enfin, avec les avions. Donc c'est complexe. Aujourd'hui, ils ont simplement attribué la mission à l'organisme fédéral qui régit, qui surveille l'espace aérien américain, la FAA. Mais en fait, ils n'ont pas toujours trouvé de moyens constructifs, parce que dans l'espace, dans l'espace aérien, on parle d'espace aérien national, donc on applique des règles nationales. L'espace, par définition, il n'est pas national. Les satellites qui survolent la France, ils sont de toute nationalité et on n'a rien à dire. C'est comme ça, depuis le début. Ils ne peuvent pas s'arrêter à la France et puis reprendre ensuite le survol au-dessus de la Hollande. C'est pas possible, la mécanique spatiale ne permet pas. Donc l'espace, par définition, est un domaine international. Donc tant qu'on n'aura pas une approche internationale du Space Traffic Management, je pense qu'on aura du mal à la mener à bien, alors qu'elle est absolument nécessaire. Et derrière, les opérations dans l'espace, mais j'en ai beaucoup parlé. Je vais terminer sur un seul point qui, à mon avis, est l'enjeu majeur, c'est de disposer de personnel. Bon, les budgets, je ne dis pas que je n'ai pas d'inquiétude, parce qu'il faut aussi des budgets. Bon, a priori, la ministre a dit qu'elle allait en débloquer des supplémentaires. Là aussi, on va voir dans les années qui viennent si c'est réellement le cas. Mais bon, puisqu'elle l'a dit, on peut considérer que ça va être fait. Mais par contre, le personnel, ça nécessite un investissement d'anticipation très fort. Parce qu'il faut former des personnels à la mise en œuvre des capteurs. Je vous l'ai dit, un énorme effort dans l'analyse des renseignements spatiaux, les former aux opérations spatiales. Alors même s'il y a des gens qui sont formés aux opérations spatiales aujourd'hui au CNES et puis dans les principaux industriels français et européens, les opérations spatiales militaires, c'est tout à fait autre chose. Et il faut être capable de faire cohabiter les deux familles ensemble. Et c'est un petit peu, et bien sûr, la prise de décision. Je parlais tout à l'heure des wargames auxquels participent la majorité des pays alliés. Dans ces wargames, les pays les plus impliqués ont toujours fait participer à ces wargames des politiques. Le dernier wargame auquel j'ai participé en 2017, le secrétaire d'État lui-même à la défense américain était dans la salle et était dans la prise de décision, même si c'était qu'un wargame. En France, on a encore du boulot à faire pour en arriver là, mais il faut le faire. Il faut impliquer nos politiques dans la prise de décision concernant des événements spatiaux, parce que le jour où il y aura un événement spatial, ce serait vraiment dommage de se dire c'est trop tard, quoi. Voilà. Je vais m'arrêter là et puis discuter un petit peu avec vous.